ce qui est très très intéressant sur cette œuvre-là, c'est qu'on a bien les détails. Donc Lyotard, il ne faut pas oublier que Lyotard, il a fait des dessins pour les Indiennes, il a fait de l'émail également, il est dans la miniature, et en même temps, c'est quelqu'un qui sort de Genève et qui va voyager, qui va aller à l'étranger loin. Donc c'est quelqu'un qui va sortir de sa propre culture. C'est très très intéressant, c'est pas toujours le cas au XVIIIe, il y a de grands voyageurs, mais il y a aussi des gens qui, la plupart des gens ne bougent pas. Donc c'est très intéressant de voir qu'à mon sens, il a une conscience sociale fortement développée en étant portraitiste de toute façon. Donc il est en lien avec l'identité de la personne et son identité sociale. Cette personne française, de la noblesse, pose d'une manière faussement naturelle dans un portrait qui ne semble pas être un portrait d'apparat. Et pourtant, on y lit quand même des détails qui, maintenant, si on les a perdus, étaient à l'époque, avaient vraiment un langage assez direct pour exprimer qui était la personne. Donc on voit qu'on a affaire à une personne qui n'est pas complètement conventionnelle, de par cet aspect interrogatif. Elle a le visage sur le côté, elle tient un livre, elle est lettrée, et en même temps, elle a un vêtement, elle se présente sous son plus beau jour d'une certaine manière, mais pas d'une manière ostentatoire. Donc il y a un petit discours très discret là-dedans. Alors là, par exemple, elle n'est pas du tout habillée de très très riches soieries, ce qui pourrait être le cas dans le portrait au XVIIIe et même après, même encore maintenant. Là, on a un taffetas de soie bleue, simple, jolie couleur, bien choisie, etc. C'est plutôt dans l'agrément sur la robe qu'on a énormément de détails qui là donnent de l'épaisseur, j'ai envie de dire, au sens de la mode de la personne. Alors, vous voyez qu'elle a un élément qui est très important, c'est la dentelle dedans. Donc elle fait des associations assez intéressantes. Elle est chez elle, elle est donc plutôt dans une vision assez, comment on dirait, un peu négligée, puisqu'elle est pas parée, elle est chez elle. Elle a un bonnet, couvre la partie de cheveux, avec une façon de nouer le bonnet sous le menton qui est assez particulière. Les pointes sont retournées dessous. Elle a naturellement un élément important de son vêtement qui sont les engageantes, c'est-à-dire ces doubles volants de dentelle évasés qui viennent en fait au niveau du coude couvrir l'avant-bras. Ça, c'est une formulation d'éléments du costume qui est tout à fait normale à l'époque et même avant. Ce n'est pas des modes tout à fait nouvelles, c'est des choses qui vont perdurer longtemps. Mais c'est avec ça que vous accessorisez une robe très simple comme celle-ci et vous pouvez lui donner un caractère assez particulier. Et là, on a de la broderie blanche, visiblement plutôt type point de Dresde, avec peut-être des petits jours dedans. Donc ça, on connaît très bien ce type de broderie-là, qui est assez commune, qui n'est pas dans le plus haut de gamme. Le plus haut de gamme qu'elle va porter se trouve plutôt au décolleté. J'y vois une dentelle que... Alors on peut identifier... là, il faudrait regarder un petit peu plus précisément, mais on dirait plutôt des motifs Flandre. Bon. On a des types de dentelles après sur le bonnet qui sont des dentelles pas du plus haut de gamme, mais qui sont quand même déjà d'assez jolies choses. Et puis on a cette dentelle noire sur le fichu. Fichu qui va devenir au XVIIIe un élément important du costume. Qui va aller jusqu'à... Alors là, on le voit, il se retrouve repris dans les rubans sur la pièce d'estomac, ici. Donc il y a tout un jeu avec ça. C'est une dentelle noire. Et on a le tablier noir aussi.
Alors le tablier fait partie des choses que l'on met. Maintenant on a perdu un petit peu cette vision le tablier maintenant est une chose de protection. À l'époque, c'est aussi un accessoire du costume qu'on peut retrouver chez les élites, porté sur des robes simples comme ça. Là, on n'est pas dans une robe de cour. On voit qu'il y a beaucoup de soins apportés à se négliger. Voilà, ça c'est une chose qui est importante à dire. Sa posture est assez relâchée. Alors, elle est naturellement corsetée, comme toutes les personnes qui vont porter ce type de robe-là, puisque ça ne se porte pas autrement qu'avec ce qu'on appelait à l'époque un corps à baleine. Ce que le 19e a appelé corset après, mais au départ c'est corps à baleine. La forme, elle est plutôt sur la forme d'un entonnoir qui va évoluer, mais vraiment on contraint le corps dans une forme cylindrique simple. On n'est pas dans les corsets du 19e qui ont des formes évasées, complexes. On est vraiment dans presque une forme d'entonnoir. Alors, il y a plusieurs modèles qui vont se développer tout au cours du 18e. Le corset, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe dès la fin du 16e. Et puis, les premiers modèles sont en métal, puisque on va aller chercher le savoir dans un métier le plus proche, et ça va être les armures. Donc, les premiers corsets sont fabriqués avec une technologie d'armure. Puis, on va passer ensuite à un tissu. Ce qu'on va chercher, ce qu'on cherche encore, ce qu'on appelle encore la corsetterie, mais pour les soutiens-gorge, etc., eh bien, c'est le confort. Mais le maintien, il n'a pas changé, c'est toujours la même idée d'un maintien, de modeler la silhouette. Donc on va évoluer au cours des siècles avec une utilisation de matériaux qui sont de plus en plus, on va dire, qui sont les moins gênants auprès du corps. Donc au départ, on va passer avec du jonc par exemple, et puis les fanons de baleine, naturellement, qui ont une très grande souplesse, puis après on passera à l'acier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les corsets se devinent dans les postures parce qu'ils maintiennent une partie du thorax. Ce ne sont pas des éléments qui sont désagréables. Nous, on les interprète comme étant des gênes, mais à l'époque, ce sont les garants du maintien. C'est-à-dire qu'on se tient obligatoirement droit avec, et c'est ce qu'on demande. Donc, on a, si vous voulez, le corset aide. Et ça sera tout le discours à la toute fin du 19e, début du 20e sur l'abandon du corset, qui va rester encore, quand même, qui va perdurer, surtout pour les personnes qui sont d'une génération qui sont plus âgées et qui vont être fidèles au corset et au maintien que ça donne, qui ne peuvent pas vivre sans corset. Elle a naturellement des paniers sur les côtés, on ne les voit pas beaucoup dans la représentation de Lyotard, mais on les devine. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est très légèrement sur le côté. Donc vous avez deux volumes qui sont soutenus, souvent c'est plutôt des cerceaux d'osier, enfin des armatures d'osier qui sont latérales. Vous n'en avez pas devant, vous n'en avez pas derrière, mais c'est vraiment sur les côtés. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur les fauteuils, on va reculer les accoudoirs pour pouvoir ménager la place pour qu'une femme puisse s'asseoir dans un fauteuil. Quand on regarde vraiment de près, et c'est là qu'on peut retourner à l'exécution de Lyotard, c'est qu'on a un très très grand souci du descriptif, et qu'on voit même les découpures qu'il y a sur le bord des rubans, les petits picots. Voilà. C'est incroyable. Alors ça, c'est vraiment très 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 étonnant. On voit que la robe a la garniture première est très simple, elle est faite que de rubans, qui sont de rubans découpés, qui vont donc circuler en chemin tout autour de ce qu'on appelle le manteau de robe. On a au niveau des coudes, avant les engageants, on a des nœuds qui décorent, et puis on a ce ruban qui va circuler comme ça, donc du tissu ton sur ton, le même, qui va circuler sur la pièce d'estomac.
Donc la pièce d'estomac est un triangle qui est remonté avec des épingles sur le corset. La jupe, la jupe est posée sur un jupon, les deux ont à peu près la même forme, c'est un rectangle, il y a 2 fentes qui sont ménagées et qui vont permettre d'atteindre les poches, c'est sur les côtés, mais on a vraiment très peu de modulation au niveau de la coupe, et c'est ce qu'on appelle le manteau de robe qui va lui porter le plus la forme. C'est-à-dire que c'est ce que l'on voit qui va passer au dos, comme ça, qui va s'ouvrir sur la pièce d'estomac et qui va se continuer avec une partie de jupe ouverte qui ne va pas recouvrir le jupon complètement, qui va laisser la place, et la place d'ailleurs qui va être reprise par un tablier. Voilà. Pas de bijoux pour cette personne. C'est intéressant de le noter. Donc on a quand même, malgré qu'elle soit pas parée, qu'elle aille pas du tout, on voit que c'est une personne qui a quand même le sentiment d'aller vers des choses assez naturelles, d'une certaine manière, si vous voulez, pas un après de la personne extrêmement pompeux, pas du tout, elle est plutôt très très naturelle, mais elle n'en garde pas moins un sens de la mode et du soin qui est tout à fait remarquable par les contemporains. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre là-dessus. Vous avez fait un excellent résumé. Ouais. En plus, il y a une chose que vous avez tout de suite dit, qui était une des interrogations de Valentine, c'est que vous parlez tout de suite d'un tablier. Oui, c'est un tablier. Tablier de soie noire. D'accord. Pour vous, ça ne peut pas être, par exemple, la jupe du dessus? Pratiquement sûr que non, parce qu'elle a assorti, regardez, elle a assorti ça au tablier. Alors, il serait même possible qu'elle soit en deuil. Mais ça, je ne pourrais pas le dire. Je ne connais pas suffisamment les codes. Mais il est possible qu'elle ait pris un tablier noir avec un fichu de dentelle noire pour ça. Mais ça, je ne peux pas... il faut connaître d'autres choses au niveau du 18e. Moi, je connais que des choses très générales. Je connais bien les choses techniques des vêtements. Mais par exemple, là, l'interprétation, ce type de fichu... Peut-être il faudrait se renseigner plus sur la vie de la personne, la date à laquelle elle est peinte, et son portrait est fait au pastel, et puis de regarder un peu le contexte de sa vie personnelle. Ça reste néanmoins intéressant que tout de suite vous dites un tablier. Un tablier. Parce qu'il y avait cette interrogation de Valentine, elle dit que la plupart des tabliers à l'époque sont blancs, donc c'était cette couleur qui... Alors évidemment, moi c'est assez étonnant d'avoir du noir. La composition de l'image, c'est important que ça soit noir, elle met bien en valeur la main et le livre, c'est quand même ce qu'il veut montrer. Mais Valentine, ça l'a questionné beaucoup, elle a chaque fois posé cette question, et c'était bien que vous... Alors, il y a énormément de tabliers brodés, sur des soies vertes avec des motifs, etc., qui sont vraiment, comme les engageantes, un truc qu'on rajoute, et qui vont sortir la robe de son contexte un peu anonyme, de l'époque, parce que il n'y a pas pendant tout le 18e et même après, il n'y a pas pléthore de coupes. Il y a 2-3 modèles de robes, ce sont les mêmes qui sont interprétés, et c'est tous fait au niveau de la garniture, mais ça ne va pas être dans des détails de coupe. Nous, on a cette culture d'une couture qui vient bien après, surtout dernier tiers 19e, avec ce qu'on va appeler la haute couture, où on recherche dans la coupe, etc., une individualité du vêtement, un vêtement qu'on va marquer, qui va se retrouver avec un numéro, et on va savoir qui l'a fait. Là, à l'époque, on n'est pas du tout dans ce cas-là. La personne qui prime pour la mode, c'est la personne qui vous vend les accessoires, les maîtres de dentelle, les bonnets, etc., qui va vous proposer des assortiments pour agrémenter votre robe qui, elle, est standard au niveau de la coupe et qui est fabriquée par une couturière à qui on livre le tissu et qui va adapter le patron à votre taille. Alors il y a des choses, il y a des détails de coupe et de montage qu'on connaît pour le 18e qui sont très classiques, les façons de monter les manches par exemple. Les manches, on n'a pas encore réalisé la technologie de la tête de manche, ce qu'on appelle la tête de manche maintenant, c'est-à-dire que les manches sont finalement des tubes qui sont sectionnés très légèrement en biais. Donc on a une légère courbe en haut
de la manche, mais on n'a absolument pas la courbe qui va s'inverser et qui va monter faire la tête de manche comme pour une manche tailleur actuelle. Les manches sont insérées dans le vêtement à l'horizontale parce qu'on est encore dans un concept du mouvement dans le vêtement qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire qu'on va couper en considérant le mouvement maximum. Et ça, on le fait pour l'homme, par exemple, qui doit monter à cheval, obligatoirement, même avec des vêtements haut de gamme. Il doit pouvoir bouger dedans, donc on va prendre les patrons avec la personne assise, les jambes très légèrement écartées, comme sur un cheval, avec les bras à hauteur, comme ça. Donc quand vous regardez un vêtement 18e, d'homme ou de femme, les manches sont montées comme ça dans le vêtement, sont insérées dans cette position-là au niveau du corps. Ce qui n'est pas du tout le cas maintenant, puisque la tête de manche, elle, va augmenter en haut et le bras va descendre, comme ça. Donc ici, on va avoir la quantité de tissu nécessaire à accompagner ce mouvement-là. Voilà. Donc au 18e, on a ça, et quand le bras est baissé, on a toujours un pli derrière qu'on voit sur les tableaux. Quand les gens sont un peu de dos, sur des groupes, etc., on voit ce pli caractéristique. Pour les femmes, on monte les manches, alors on commence par piquer au niveau de l'entournure sous le bras, on va rapporter le tube et le corps, si vous voulez, comme ça, et on va coudre par un point droit par l'intérieur. Et puis on va retourner ensuite le haut de la manche, on va former en général 4 plis qui vont former les anses nécessaires en haut, et on va fixer par l'extérieur. Et ça, c'est une technologie qui est tout à fait habituelle. Donc la moitié de la manche est cousue comme on le connaît maintenant par l'intérieur, et l'autre partie est cousue par l'extérieur sur le repli, comme une surpiqûre. D'accord. Typique. Donc c'est intéressant de connaître tout ça, parce que la technologie et la technique, en fait, c'est pas négociable. Si c'est de la soie, c'est de la soie, c'est pas de la laine, et là on peut le voir par les brillances, etc. Les technologies, on peut voir très bien si une manche a été vraiment montée au 18e ou pas. Il y a toutes ces indications-là. Par contre, après l'interprétation plus générale de ce que ça veut dire, il y a quand même des choses, comme je vous disais, on a des interrogations, on a perdu les codes quand même un petit peu. Voilà. C'est pas surprenant que ce tablier soit pas si travaillé que le reste. En fait, il a l'air vraiment d'être... Le noir est une couleur qui est assez difficile à obtenir, quand même, pour avoir un beau noir en soierie. C'est pas un tissu de peu d'intérêt parce qu'il est noir, il est plutôt considéré comme pas mal en étant noir. C'est une couleur qui est, comment dire ça, nous maintenant tout est noir, parce que au niveau de la chimie de la couleur, etc., c'est facile d'obtenir du noir, mais avoir des beaux noirs, les recettes de beaux noirs avec des colorants végétaux, c'est pas évident. Donc on est plutôt dans des tissus qui sont quand même un peu soignés au niveau de la teinture. Il ne faut pas le voir comme un tissu pauvre. D'accord. Ok. La semaine passée, on est allé au musée, au Textile Museum à Saint-Gall, oui. Et donc j'ai parlé des dentelles, bien sûr. Et elles m'ont dit qu'elles étaient très étonnées. La première chose qu'elles ont dit, c'est « Ah, on est très étonnés par ce châle noir, parce que dans notre collection du 18e, on n'a rien de noir. » Non, c'est pour ça que la couleur noire est assez importante et elle mérite d'être creusée dans son utilisation sociale. D'accord. Parce que je pense qu'il y a quelque chose là à chercher. Je pense qu'il y a 2 énigmes aussi. Vous disiez la vie de cette femme, mais je pense qu'il y a l'intervention du pastelliste. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec Valentine que ces engageantes, il y a un autre tableau au musée d'art et d'histoire où une autre femme porte exactement les mêmes engageantes. Donc peut-être elle n'était pas habillée exactement comme ça. Non, c'est pour ça que je parle d'un portrait posé et d'un portrait où il y a une interprétation dedans. Et il est très possible qu'effectivement il ait fait des échanges de... Est-ce qu'on pourrait dire que d'un coup le noir l'intéresse aussi pour des questions de contraste et il décide de faire ce... Alors très probablement, parce qu'on sait qu'il a l'œil, Lyotard, c'est ça qui est... Mais il est presque, si vous voulez, il ne faut pas oublier que quand on fait un portrait, que ce soit au pastel ou
ou à la peinture, on est dans le cas où on présente une personne et on est lié à cette représentation d'une identité et qu'on n'hésite pas, alors c'est encore plus facile qu'avec la photographie, de changer les codes ou d'interpréter ou de donner des indications par l'esthétique même. Ce qu'on va faire avec la photo après. Peut-être plus facilement, mais voilà, on est dans le même cas. Quand on représente une personne, que ça soit au niveau de la peinture, de la photographie, mais même aussi de l'écriture, si on fait un portrait d'une personne, il y a un rapport à l'identité qu'on va respecter ou pas, qu'on va améliorer ou pas, et il y a cette notion de subjectivité là, pour arriver à redonner le caractère de la personne. Et puis vous parliez de cette posture, c'est énorme. Si on parle de l'image, c'est très 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 dessiné grâce aussi au fait que ça soit noir. Si ça avait été blanc, je pense qu'on tord, comme on le fait en photographie, on tord un peu le bras à la réalité pour aller dans un sens qui arrange et dans lequel on veut dire quelque chose. C'est corsé. Au départ, c'est justement les lassages qui sont pas très pratiques. Et on va faire toute une évolution pour avoir des doubles lassages et jusqu'à ce qu'on puisse carrément délasser sur le devant. C'est-à-dire qu'au départ, le corset se ferme au dos et puis ensuite, il va y avoir un réglage au dos, mais il y en aura un autre au devant. Ce qui fait que vous pouvez vous-même, après, ouvrir votre corset si vous êtes gêné, sans l'aide de qui que ce soit. Voilà. C'est le même principe que les histoires de fermeture éclair sur les robes du soir des années 50 où il faut quelqu'un pour vous aider à remonter la fermeture éclair ou pas, suivant les modèles. Ça va être toute l'évolution. La liberté de la femme, elle se fait beaucoup dans des détails d'habillage. Et la démocratisation aussi. C'est-à-dire que des modèles compliqués que vous ne pouvez pas mettre vous-même, il vous faut de la domesticité. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas accès à ça. Donc ça se joue aussi sur des petits détails comme ça. C'est pour ça que l'agrafe, la fermeture éclair, tout un tas de choses comme ça vont connaître des grands développements parce que ce sont des grandes avancées démocratiques finalement. Là, c'est une personne qui a une certaine force dans l'identité. Elle a une présence, des choses à dire. Elle se présente pas, elle se laisse pas représenter dans l'attitude très classique du moment. On sent qu'on veut dire des choses sur elle à travers ça. Alors ça, on imagine qu'elle l'a choisi, en fait, quand elle Oui, commande. je pense que c'est peut-être même d'aller simplement vers Lyotard, c'est déjà aller rechercher un certain type de représentation. Ça, c'est à creuser avec les spécialistes de Lyotard, mais c'est vrai que, voilà, on n'est pas... un pastel de Lyotard, c'est pas un pastel de Perronneau. C'est pas du tout la même vision. Pour ce pastel français, on va valoriser la personne à l'extrême, dans un mouvement très très mode, où on va avoir tous les accessoires, les gens vont être maquillés, etc. Je pense à un pastel de Perronneau, de Charles Lenormand du Coudray. Il est aussi faussement négligé, il a un foulard autour du cou, mais alors on a une espèce d'envolée lyrique au niveau du pastel, c'est autre chose. On voit que Lyotard, c'est pas le même registre. Ouais.